C'est valable pour cet exposé et pour l'exposé qui suivra. C'est une session consacrée à la pédiatrie, mais bon, mes topos seront également orientés vers l'adulte. Alors, donc tout d'abord, quand on parle des poissons, il faut savoir que ce sont des vertébrés, qu'il y a deux classes de poissons. Donc il y a les poissons osseux, qui sont les poissons les plus généralement consommés, dans lesquels on retrouve les familles des salmonidés, truites, saumons, clupéidés, sardines, harengs, les scombroidés, thons, maquereaux, cyprinidés, carpes, goujons et galidés, merlans, morues, lottes. Alors parallèlement à cette classe, il y a la classe des poissons cartilagineux, dans lesquels on retrouve la raie et le requin. Vous verrez que ça peut être utile pour la suite. Alors, au niveau de la prévalence, qu'est-ce qu'on connaît de l'épidémiologie des poissons? Eh bien, en Europe, le poisson a une prévalence d'environ 1,4%. C'est principalement les enfants et les jeunes adultes qui sont concernés, et on note que le pic d'incidence survient entre 6 mois et 1 an. Alors, en ce qui concerne les poissons, ce qui est intéressant, c'est que la fréquence, elle varie selon les pays, et vous voyez qu'on retrouve une plus grande prévalence d'allergie aux poissons dans les pays côtiers où on consomme plus de poissons. Et en Europe, c'était Madrid qui arrivait en numéro 1, suivi de Athènes et de Reykjavik en Islande. Chez les adultes, on retrouve ces mêmes pays avec une prévalence légèrement inférieure. Alors, aux États-Unis, chez l'adulte, le poisson arrive en 5e position, après tous les aliments habituels, avec une prévalence qui tourne aux alentours de 0,9. Donc, on est plus ou moins à 1% de prévalence de l'allergie au poisson. Attention que c'est un taux d'allergie déclaré. Donc, c'est quand, au cours des enquêtes, on demande aux personnes qu'on contacte, est-ce que vous avez une allergie au poisson? Et les gens disent oui ou non. On peut aller un peu plus loin, on peut leur demander, est-ce que vous avez fait des tests? Oui ou non? Si oui, lesquels? Est-ce que c'est juste une prise de sang ou est-ce que c'est votre médecin qui a diagnostiqué l'allergie au poisson? Et est-ce que vous avez eu un TPO pour prouver le poisson? Et on voit que chaque fois qu'on augmente les critères de diagnostic, la prévalence diminue de manière très importante. Mais c'est quelque chose qu'on connaît très bien en allergie alimentaire. Si vous posez la question, on sait qu'on estime qu'il y a plus ou moins 20% de la population qui se dit allergique. Or, en fait, on sait que c'est beaucoup plus faible au niveau de quand on confirme le diagnostic. Donc, on l'a dit, les âges au cours desquels la prévalence est maximale, c'est chez l'enfant, mais à l'âge adulte, on retrouve entre 18 et 40 ans un pic de prévalence. Alors, une notion qui était pas très bien connue, c'est que, en tout cas aux États-Unis, les auteurs ont montré que dans 40% des cas, l'allergie aux poissons pouvait survenir à l'âge adulte. Donc ça, c'est une notion assez nouvelle parce qu'avant on pensait que l'apparition était dans l'enfance et puis que ça persistait jusqu'à l'âge adulte et qu'on mourrait allergique aux poissons si on avait été diagnostiqué allergique aux poissons étant petit. Alors, une autre raison de la difficulté d'évaluer la prévalence de l'allergie aux poissons, c'est la survenue fréquente de réactions pseudo-allergiques, on y reviendra tout à l'heure, et également de manifestations cliniques non IgE médiées. Alors, quels sont les allergènes du poisson? C'est principalement la parvalbumine qui sensibilise quasi 95% des allergiques aux poissons. C'est une protéine qui est thermorésistante et qui résiste également à la protéolyse acide, donc à la digestion et à la cuisson, comme je l'ai dit. Alors, ce qui est intéressant, et vous verrez que ça peut être utile pour la suite, c'est que cette parvalbumine, elle n'est pas distribuée de manière homogène dans tous les poissons, et donc elle est plus élevée au niveau de la tête, de la tête vers la queue chez les poissons, et elle est retrouvée dans les muscles qui sont associés à la nage rapide. Ça veut dire qu'on va les retrouver surtout au niveau des muscles blancs, par opposition aux muscles rouges du thon, qui sont plutôt liés à une nage lente. Et donc, vous voyez que le muscle rouge, par exemple de la viande de thon, est 4 à 8 fois moins allergisant que les poissons blancs. On le verra par la suite.
Il y a deux types de parvalbumines. Il y a les bêta-parvalbumines et les alpha-parvalbumines. Les homologies de la bêta-parvalbumine ne sont pas très fortes. Et l'alpha-parvalbumine, on la retrouve principalement chez les poissons cartilagineux, donc raies, requins, avec un certain degré d'homologie avec les bêta-parvalbumines, mais qui est pas très important. Alors, autre chose intéressante, c'est que cette alpha-parvalbumine, on la retrouve également chez les amphibiens, chez les reptiles et chez les oiseaux. On verra tout à l'heure que ça peut être utile. Les autres allergènes qui ont été décrits, c'est principalement l'énolase et l'aldolase, avec une stabilité qui est moins importante que la parvalbumine et un taux de sensibilisation également inférieur, avec environ 63% des patients allergiques aux poissons qui sont sensibilisés à l'énolase et 50% à l'aldolase. Il y a d'autres allergènes qui ont été décrits, tels que la thiophosphate isomérase, l'aldéhyde phosphate déshydrogénase, le collagène. On a même décrit un allergène, la tropomyosine et la vitellogine. Ces allergènes étant moins étudiés et moins pertinents. Alors, quelle est la clinique de l'allergie aux poissons? C'est principalement des manifestations IgE-médiées qui surviennent après consommation de l'aliment. Et donc, les symptômes cliniques, c'est les symptômes cliniques habituels. Il s'agit de la survenue immédiate de symptômes digestifs, nausées, crampes, vomissements, diarrhée. Ce sont des symptômes qu'il faut rechercher parce qu'en général, les plaintes digestives ne sont pas rapportées spontanément par les patients, qui vont plutôt rapporter des manifestations cutanées, voire respiratoires. Donc, au niveau de la peau, ils peuvent avoir, au niveau cutanéo-muqueux, un syndrome oral, de l'urticaire, des angioëdèmes. Au niveau respiratoire, on peut avoir de la rhinite, de l'asthme, un œdème pharyngé, voire laryngé, qui est une manifestation grave de l'anaphylaxie. On peut avoir des atteintes cardiovasculaires classiques, des atteintes neurologiques avec perte de connaissance, voire des convulsions. Et ce sont des aliments qui sont connus pour donner des allergies par procuration. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui va consommer l'aliment et puis qui va avoir un contact avec une autre personne, elle-même allergique aux poissons, qui va déclencher des symptômes. On peut également avoir des contaminations par des manifestations allergiques par contamination des ustensiles de cuisine. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette parvalbumine est résistante à la fois à la digestion, mais aussi à la cuisson. Alors, plus rarement, on peut avoir des symptômes retardés de type eczéma. Et il faut savoir que l'allergie aux poissons, vous l'avez peut-être déjà observé, c'est une allergie qui peut aussi déclencher des manifestations par inhalation. C'est-à-dire que les patients vont vous dire, ah oui, moi je cuisine plus de poisson à la maison parce que quand j'en cuisine, eh bien j'ai de la rhinite, voire de l'asthme. Ou bien quand je vais au restaurant, si on cuisine du poisson, je vais avoir de la rhinite ou une crise d'asthme. Pareil pour les manifestations cutanées. On peut avoir une urticaire de contact, voire des eczémas qui sont déclenchés par le contact avec l'aliment. Le poisson est également un aliment qui va déclencher des manifestations non IgE-médiées de type entéropathie aux protéines de poisson. Donc je vous l'ai dit, 10% environ des patients qui ont des manifestations digestives lors de la consommation de viande de poisson vont ou peuvent déclencher des manifestations par inhalation. Alors, c'est valable à la maison, donc des allergies domestiques, mais ça a aussi été décrit au niveau professionnel, et là, c'est principalement retrouvé. Alors, c'est plutôt décrit avec les crustacés, mais il y a également des allergies d'origine professionnelle qui ont été décrites vis-à-vis du poisson. Alors, je reprends la classification que vous connaissez de la European Academy, qui distingue l'hypersensibilité d'origine immunologique, avec des manifestations IgE-médiées et non IgE-médiées, et à la différence des manifestations non immunologiques qui sont décrites dans les manifestations cliniques liées aux poissons. Et donc, il s'agit de quoi? Donc, c'est une hypersensibilité non allergique. Elle peut être métabolique, comme dans l'intolérance au lactose. Elle peut être toxique, comme dans la scombroïdose. Et ça concerne le diagnostic différentiel des manifestations liées à la consommation de poissons, les intolérances liées à l'histamine et d'autres manifestations que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Mais donc, vous voyez que le diagnostic différentiel, il est important et on y reviendra. Alors, comment fait-on le diagnostic de l'allergie aux poissons?
Comme toute prise en charge d'un patient allergique, ça commence par l'interrogatoire. On en a parlé hier, on n'y reviendra pas. Je vous ai donné les symptômes qui étaient évocateurs d'une hypersensibilité aux poissons. On va passer au bilan allergologique qui comprend des tests allergiques cutanés réalisés en prick to prick, donc on prick dans la viande de poisson et ensuite sur la peau du patient. Et pour les poissons, on a une idée de la valeur prédictive positive et négative de ces tests cutanés. Et vous voyez que la valeur prédictive négative, elle est excellente. Ça veut dire que généralement, quand le patient a des prick tests négatifs vis-à-vis du poisson, en tout cas, dans ce travail, c'était 100%. Alors, je pense que en médecine, on peut jamais dire 100%, mais en tout cas, la valeur prédictive négative est excellente. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que la valeur prédictive positive d'un test cutané, elle est nettement inférieure. Et vous voyez qu'en fonction des études, elle peut varier entre 37 et 84%. Ça veut dire que parfois, on a un test cutané et qui est associé à une allergie alimentaire vraie que dans 30% des cas. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin. C'est valable pour les IgE spécifiques. Quand vous avez un patient qui est allergique aux poissons, il peut avoir des IgE spécifiques vis-à-vis de nombreux poissons, sans y être vraiment allergique cliniquement. Alors, attention, l'allergie aux poissons, enfin le bilan allergologique chez des patients allergiques aux poissons peut être associé à des réactions syndromiques. On en parlait, je pense que Hélène l'a mentionné hier. Donc, ce sont des patients. Quand vous testez une batterie de poissons chez un patient qui est très allergique aux poissons, il y en a certains qui peuvent développer des réactions syndromiques. Donc, ils peuvent être un peu de rhinite, un peu de prurite pharyngée, voire des manifestations plus importantes. Et donc, dans le bilan allergologique, on aura également recours aux tests de provocation orale, puisque je vous disais que la valeur prédictive positive des tests cutanés étaient pas très bonnes. Ça vaut la peine d'aller plus loin dans le bilan allergologique et de réaliser des tests de provocation pour confirmer que le patient est ou allergique ou tolérant vis-à-vis de certaines espèces de poissons, notamment des alternatives par rapport à l'histoire clinique qui a amené le patient en consultation. Alors, le diagnostic différentiel, je vous le disais, il est important. Et en ce qui concerne les poissons, je vais vous présenter 2 cas cliniques de diagnostic différentiel qu'il faut pouvoir poser, parce que c'est des choses qu'on voit, alors pas très fréquemment, mais il faut pouvoir y penser. Donc ici, c'est une dame de 43 ans que j'avais vue en avril 2015. Elle consomme une grillade de dorade et du vin blanc. En cours de repas, elle développe un œdème des lèvres et une urticaire généralisée. Elle se présente aux urgences, elle reçoit des antihistaminiques et une injection de corticoïdes. Elle rentre chez elle, tout va bien. C'est une patiente d'origine italienne qui a une rhinoconjonctivite et un asthme saisonnier connu. Elle est fonctionnaire aux communautés européennes, c'est quand je travaillais à Bruxelles, et elle a voyagé récemment au Vietnam et au Sri Lanka. Elle réalise une éviction des crustacés depuis quelques années parce qu'elle développait de manière récurrente un œdème des lèvres et qui apparaissait assez tardivement après la consommation de crustacés. Et ce qu'elle mentionne, c'est qu'elle adore les matches. Alors les matches, c'est quoi? Ce sont des harengs qui sont consommés principalement en Hollande, mais qu'on retrouve chez nous aussi. Je ne sais pas si ici vous en mangez. Les manifestations cliniques qui étaient observées, c'était un prurite immédiat des lèvres qui était récidivant et dont l'intensité était croissante au fur et à mesure qu'elle mangeait ces matchs. Elle n'avait pas de troubles digestifs. Alors, le bilan allergologique, il a été réalisé vis-à-vis des pneumallergènes. Vous voyez qu'elle est allergique au pollen de graminées. OK, rien à voir avec notre histoire. On les fait systématiquement. Nous, pourquoi? Dans le cadre éventuellement de réactions croisées. Alors, ça concerne pas les poissons en ce qui concerne les pneumallergènes, mais ça peut concerner d'autres allergies alimentaires. Au niveau des tests cutanés vis-à-vis des trophallergènes, eh bien, ils étaient tous négatifs vis-à-vis des poissons testés, de même que la crevette. Alors, on est allé un peu plus loin, on a réalisé une biologie, elle n'avait pas d'éosinophilie, elle a des IgE spécifiques vis-à-vis de la morue, à la limite de la positivité, 0,3, alors on peut discuter 0,10 ou 0,35, 0,3 c'est pas très positif. Vous voyez qu'elle est un peu plus sensibilisée au hareng et que l'allergène qui l'a sensibilisée, c'était peut-être la parvalbumine, mais rien n'est moins sûr. Par contre, elle n'était pas du tout sensibilisée à la crevette. Alors du coup, on a une patiente qui décrit une histoire clinique vis-à-vis d'un poisson, des tests cutanés qui sont négatifs. Par sécurité, on réalise un TPO avec la dorade et
un test à l'effort complémentaire, puisqu'elle avait réalisé lors de la manifestation clinique un effort léger. Ce TPO s'est avéré négatif, et donc en recreusant un petit peu, alors bon, chez nous, les matchs, on sait que c'est fortement associé à une probabilité d'infection à l'anisakis. On a testé l'IgE anisakis qui est disponible et qui s'est avérée très positive à 19,5 kilo-unités par litre. On a donc conclu que cette patiente présentait des manifestations cliniques par allergie à l'anisakis qui contaminait le poisson consommé. L'autre cas clinique, alors moi j'ai pas d'expérience en tout cas qui a été aussi bien mise au point. C'est un cas clinique qui avait été déclaré à l'époque par Madame Monnet-Vautrin au réseau Allergovigilance, vous voyez, qui date de 2014. Et donc je me suis permise de le reprendre puisqu'il avait été publié. Il s'agit d'une femme de 53 ans qui, en avril 2011, développe brutalement des picotements au niveau du larynx, des céphalées violentes, puis une gêne respiratoire, des palpitations, du prurite palmaire, un œdème des paumes des mains, et ensuite, malgré le soluprède, elle développe un érythème généralisé, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Elle avait consommé du thon mariné, puis cuit, avec des vermicelles de soja et des tomates. Alors, elle a présenté un rebond au cours de la nuit, donc dans les heures qui ont suivi, avec un érythème et de la tachycardie. Alors, l'auteur note qu'elle avait pris la veille un anti-inflammatoire et qu'elle prenait quotidiennement un bêta-bloquant pour une hypertension. Elle avait consommé environ 150 grammes de thon. Alors, face au bilan allergologique qui s'est avéré négatif vis-à-vis du thon, l'auteur a fait doser la concentration d'histamine dans le poisson, qui, vous le voyez, était très élevée puisqu'elle était à 1969 mg par kilo de chair de poisson, et on estime qu'on peut développer des symptômes d'intoxication histaminique à une concentration d'histamine dans la chair de poisson qui dépasse 10 à 20 mg par 100 g de poisson. Alors en France, ce dosage il se fait à l'ANSES. En Belgique, moi je pense pas. Enfin, j'ai jamais demandé. Je ne pense pas qu'il se fait. Et il y avait cette année au CFA un poster où il s'agissait aussi d'une intoxication histaminique. Ce sont les deux diagnostics différentiels principaux de l'allergie au poisson. Donc les pseudo-allergies, je vous l'ai dit, elles sont fréquentes. On peut avoir une histaminolibération non spécifique. On peut avoir des aliments qui sont plus naturellement riches en histamine et donc en fonction de la sensibilité des patients, ils vont développer des symptômes, par exemple vis-à-vis du thon. On peut avoir une intoxication à l'histamine qui est due à une transformation de l'histidine qui est naturellement présente dans la chair des scombroidés et qui est transformée en histamine par une contamination bactérienne. C'est ce qu'on appelle la scombroïdose. C'est également un diagnostic différentiel qu'il faut connaître. Et alors, je vous ai montré un cas, l'anisakis simplex, qui est un hématode qui peut parasiter les poissons de mer et donner des manifestations d'hypersensibilité IgE médiée, comme dans le cas que je vous ai présenté, mais qui peut aussi donner des manifestations d'infection, une anisakiase digestive, et là, c'est une parasitose intestinale. Alors, je vous l'ai dit, est-ce que l'allergie aux poissons peut-elle être sévère? Eh bien, les données sont pas très très claires. Vous voyez qu'en Europe, on a des données récentes et en fait, l'allergie aux poissons, elle figure pas parmi le trio de tête des allergies alimentaires qui donnent des manifestations responsables d'anaphylaxie alimentaire, et elle n'est pas non plus rapportée comme une allergie alimentaire qui est associée à l'anaphylaxie létale. En tout cas rapportée par l'étude de Gadelen récemment. Aux États-Unis, on a estimé chez l'adulte, ce sont des données chez l'adulte, que l'allergie aux poissons était associée à une réaction sévère dans plus de 50% des cas, vous voyez ici 56%, et elle avait été associée également à une visite aux urgences dans 60% des cas. Après, on ne décrit pas les raisons pour lesquelles les patients se sont rendus aux urgences. Donc, ça dépend aussi de l'accessibilité aux soins d'urgence. Peut-être qu'il y en a qui vont pour des réactions peu sévères et d'autres qui attendent vraiment d'avoir des réactions très importantes. Mais vous voyez, c'est quand même pas négligeable. 50 à 60% des réactions chez l'adulte sont considérées comme sévères. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il des poissons qui sont moins allergisants?
Et donc, on a le cas particulier du thon, où dans une étude qui concernait 79 enfants, 31 enfants, 29 étaient tolérants vis-à-vis du thon. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le thon est un poisson qui est principalement composé de muscles rouges, faible contenu en parvalbumine, et qui est généralement bien toléré. Alors, il faut savoir, ici, il s'agissait du thon en boîte. L'apertisation va modifier la structure des protéines, et avec une perte de l'allergénicité. Et donc dans ce travail, les auteurs considèrent que près de 100% des patients qui sont allergiques aux poissons sont tolérants vis-à-vis du thon en boîte. Alors c'est vrai que ça peut paraître dérisoire, mais c'est des choses qui rendent service. L'adolescent qui souhaite manger un sandwich au thon, il peut le faire si c'est du thon en boîte. Et souvent, ils sont assez contents de pouvoir le réintroduire. Alors, y a-t-il une influence de la cuisson et de la digestion? Eh bien, le rôle de la digestion, de la cuisson, il est assez paradoxal. On sait que dans certaines allergies aux poissons, on peut avoir une apparition de nouveaux allergènes. Donc, la cuisson du poisson ne va pas diminuer l'allergénicité comme on peut le voir dans certaines autres allergies alimentaires. L'apertisation, donc le fait de mettre en boîte le poisson, elle va nettement diminuer l'allergénicité de l'aliment. Le fumage, le salage, le séchage induit aussi des modifications qui sont variables, et donc on peut avoir des patients qui sont plus réactifs, par exemple, au saumon fumé qu'au saumon frais. Donc c'est pas parce que le saumon est fumé qu'il va mieux le tolérer, voire dans certains cas c'est moins bien. Et dans certaines régions, on fait des marinades en milieu fortement alcalin avec de la soude. Et bien dans ce cas-là, on a montré aussi que la réactivité pouvait être augmentée. Donc il faut se méfier des formes modifiées du poisson. Alors les produits dérivés, eh bien oui, il y a les gélatines, les œufs qui peuvent induire des manifestations d'allergie alimentaire. Alors le surimi, ce faux crabe qui est en fait produit à partir de chair de poisson, ne contient quasi plus d'allergènes. Alors si vous allez regarder le processus de fabrication du surimi, vous comprendrez que, à mon avis, il n'y a plus une seule protéine qui est intacte, tellement ce produit est modifié par le processus agroalimentaire. Les sauces César, sauces Worcester peuvent contenir des protéines de poisson, et donc il faut être vigilant et prévenir les patients. Ça, c'est le travail des diètes. Quelles sont les espèces le plus souvent impliquées? Eh bien, ça dépend évidemment de ce qu'on consomme. Vous voyez qu'aux États-Unis, c'est souvent le saumon. Le thon est quand même repris. La morue également. Au Canada, c'est morue et saumon. En Australie, c'est thon, saumon, barramundi. Chez nous, les gens, ils consomment principalement de la morue et du saumon. Alors, existe-t-il des réactions croisées? Oui, je vous disais tout à l'heure, la réactivité croisée en test cutané, elle est importante, en IgE aussi. Mais la survenue de manifestations cliniques étendues, elle, est moins importante. Donc on estime que c'est 30 à 50% selon les études de réactivité croisée vis-à-vis de l'ensemble des poissons. Donc c'est assez faible. 2 études qui se sont intéressées à ces réactivités croisées, 17 patients allergiques aux poissons blancs, et ils montrent que la réactivité vis-à-vis de l'alpha-parvalbumine, de la raie et du requin était nettement moins importante que vis-à-vis de la bêta-parvalbumine des poissons osseux, et ceci a été confirmé par test de provocation orale, où la majorité des patients testés toléraient la raie. Donc, ces poissons cartilagineux sont une alternative afin d'élargir le régime de ces patients et d'éviter des évictions inutiles. Alors, d'autres réactivités croisées qu'il faut avoir à l'esprit, c'est vis-à-vis des amphibiens, notamment vis-à-vis des cuisses de grenouille. Je ne sais pas si vous mangez des cuisses de grenouille. Ah, j'entends un oui, un non. En tout cas, c'est des choses qu'on voit. Donc moi, je me souviens d'une patiente qui était allergique aux poissons, qui mange des cuisses de grenouille et qui a développé des manifestations anaphylactiques. C'est dû à quoi? C'est dû à la présence d'une réaction croisée avec la parvalbumine du poisson qu'on retrouve chez les amphibiens. Même chose avec la viande de crocodile.
Chez les reptiles, on retrouve également de la parvalbumine, et donc vous avez des patients qui peuvent avoir des manifestations croisées. Et alors, on a travaillé il y a quelques années avec une équipe du Luxembourg sur la réactivité croisée entre le poisson et le poulet. Donc, on avait des patients qui étaient allergiques au poisson depuis l'enfance et qui arrivaient en décrivant des manifestations vis-à-vis du poulet. Et donc, ça a été étudié par l'équipe de Annette Kuhn au Luxembourg, et elles ont montré qu'effectivement, il y avait une réactivité croisée entre le poisson et le poulet, et que les allergènes qui étaient en cause, c'était les 3 allergènes principaux dont je vous parlais tout à l'heure, l'énolase, l'aldolase et la parvalbumine, que la prévalence était faible, et donc on avait regardé à l'époque si ça concernait beaucoup de patients, et on était plus ou moins à 15% de réactivité croisée en test cutané. Donc c'est assez faible, mais il faut le savoir, et donc depuis, nous on teste dans notre batterie poisson, on a les viandes qui croisent avec ces poissons. Allergie croisée avec les crustacés, il y en a pas. Des monoallergies, ça existe. Et alors, si je peux encore terminer, parce que ça, je pense que c'est très important, sur l'évolution, parce que là aussi, il y a des choses nouvelles. On a dit ou on pensait dans le passé que l'allergie au poisson était une allergie persistante. Poisson un jour, poisson toujours, tous les poissons. Eh bien, on en revient. Et il y a 2 études qui ont montré que cette allergie au poisson qui est apparue dans l'enfance, elle peut s'améliorer, voire disparaître à l'adolescence. Donc ça vaut la peine de retester les patients et de réintroduire éventuellement les poissons. Possibilité de traitement, il n'y a pas vraiment grand-chose à part les mesures d'éviction. La trousse d'urgence, évidemment, s'il s'agit d'anaphylaxie. Et en guise de conclusion, je voudrais vous dire ceci. Retenez que le bilan allergologique vis-à-vis des poissons, la valeur prédictive positive d'un test, elle n'est pas très bonne. Donc ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin si vous voulez élargir le régime d'éviction du patient, qu'on peut être tolérant vis-à-vis de certaines espèces et que ça nous aide quand même pas mal, parce que le thon, c'est un aliment qui est facilement accessible. L'arrêt, bon, après ça c'est une question personnelle, mais c'est pas super bon, mais c'est des poissons qui sont généralement tolérés également, mais il faut les tester avant. Ok. Et on pensait que c'était une allergie généralement persistante, eh bien non, jusqu'à 45% de l'allergie aux poissons peut guérir à l'adolescence, en tout cas vis-à-vis de certaines espèces. Et je vous remercie pour votre attention.